Au printemps 1930, 4 petites filles identiques virent le jour à Lansing, dans le Michigan, et avec elles, une obscurité qui entrait la psychiatrie américaine pendant près d'un siècle. Les quadruplés Morlock devinrent aussitôt des célébrités, leurs visages angéliques paraissant dans les journaux à travers tout le pays. Mais derrière cette image publique, soigneusement orchestrée, se cachait une maison de l'horreur qui mènerait les 4 sœurs à la folie avant leur 24e anniversaire. Que s'était-il réellement passé dans cette petite maison au bardage de bois à l'est de Lansing? Et pourquoi des chercheurs gouvernementaux passèrent-ils des décennies à étudier ces femmes tout en ignorant délibérément le sympathisant nazi qui les terrorisait? Les dossiers, restés scellés pendant des décennies dans les archives de l'État, révèlent une histoire si troublante que même les psychiatres les plus aguerris eurent du mal à consigner toute l'ampleur de leur découverte. 4 enfants identiques, nés dans ce qui paraissait être une famille américaine aimante, furent systématiquement détruites par un père dont l'obsession pour la pureté raciale et le contrôle patriarcal créa un véritable laboratoire de torture psychologique qui rendit ses filles célèbres pour toutes les mauvaises raisons. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Morlock et de leur descente tragique dans ce que les scientifiques appelleraient plus tard la naissance funeste, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous regardez, car ce cauchemar américain aurait pu se produire n'importe où. Les signaux d'alerte étaient là, dissimulés en pleine vue, dans une communauté qui choisit de détourner le regard plutôt que d'affronter les ténèbres grandissantes derrière les clôtures blanches. L'annonce de naissance qui allait tout changer parut dans le Lansing Stage Journal le 19 mai 1930, mais peu pouvaient prévoir les décennies d'exploitation et de souffrance qui suivraient. Lansing, en 1930, était une ville prise entre deux mondes. Son horizon, hérissé de cheminées, dominait des rues résidentielles bordées d'arbres où le rêve américain était censé s'épanouir. Capitale du Michigan, la ville avait connu une croissance rapide pendant le boom automobile, attirant des familles comme celle de Carl et Sadie Morlock de tout le Midwest, séduites par la promesse d'un emploi stable et d'une respectabilité de classe moyenne. L'usine Oldsmobile offrait du travail à des milliers d'ouvriers, ses chaînes de montage fonctionnant jour et nuit pour répondre à la demande croissante d'automobiles, symbole de prospérité américaine. Les quartiers de la ville reflétaient la stratification sociale de l'époque. Le côté ouest abritait la classe professionnelle, médecins, avocats et contremaîtres, qui vivaient dans de vastes maisons victoriennes avec des jardins entretenus et des vérandas. Le côté est, où les Morlocks s'installèrent finalement, était celui des ouvriers, des immigrants récents et des familles encore en ascension vers la respectabilité. Les maisons y étaient plus petites, mais bien tenues, leurs propriétaires fiers de leurs murs fraîchement peints, de leurs fenêtres propres et de leurs jardins fleuris semblables aux eaux des voisins. Carl Morlock était arrivé en Amérique enfant, accompagné de sa mère immigrée allemande, Bertha, qui lui avait inculqué des histoires de supériorité germanique et de mise en garde contre la corruption de la société américaine par des peuples inférieurs. Bertha Morlock était une femme hantée par ses propres démons. Elle avait souffert, selon les médecins, d'une dépression nerveuse à la fin de son adolescence, passant 3 ans dans des institutions psychiatriques. Cette expérience l'avait laissée avec des délires paranoïaques sur la contamination raciale et des théories de complot qu'elle transmise à son fils comme un héritage empoisonné. Carl travaillait comme ouvrier à l'usine Oldsmobile. Son accent prononcé et son tempérament autoritaire lui valaient peu d'amis parmi ses collègues. Ceux qu'il connaissait le décrivaient comme un homme obsédé par la protection de la pureté et de la réputation de sa famille, bien que la plupart prient ses éclats occasionnels pour les excentricités inoffensives d'un patriarche né à l'étranger, en quête d'intégration dans la société américaine. Ses supérieurs notaient qu'il était un employé fiable, mais qu'il évitait toute interaction sociale, déjeunant souvent seul en lisant des journaux en allemand, arrivés avec plusieurs semaines de retard depuis l'Europe. La pension où Carl vit avant son mariage était un bâtiment lugubre de 3 étages, qui abritait une douzaine d'hommes syndiqués et la plupart des immigrants employés dans les usines de la ville. Sa chambre était sobrement meublée, mais d'une complétude obsessionnelle, avec des images religieuses couvrant un mur et des photographies de paysages allemands sur un autre. Ses compagnons de pension se souvenaient de lui comme un homme silencieux mais intense, qui passait ses nuits à marcher de long en large et à murmurer des conversations en allemand, semblables à des querelles avec des adversaires invisibles. Sadie Müller rencontra Carl lors d'un rassemblement paroissien en 1925, attirée par son sérieux et ses manières d'un autre temps. Elle avait 22 ans, fille d'un cheminot mort dans un accident industriel lorsqu'elle avait 16 ans. Sa mère s'était remariée rapidement,
Et Sadie se retrouve indésirable dans la maison de son beau-père, avide de mariage comme une échappatoire à une situation domestique pesante. Leur cours était traditionnel, Karl rendait visite à la famille de Sadie le dimanche après-midi. Les deux, assis dans le salon de réception sous le regard attentif de la mère de Sadie, Karl parlait peu lors de ses visites, mais son attention envers Sadie était intense et inébranlable. Il lui apportait de petits cadeaux, des fleurs, des chocolats, des recueils de poésie allemande qu'elle ne pouvait pas lire mais qu'elle chérissait malgré tout. Quand il la demanda en mariage, après 6 mois de fréquentation, Sadie accepta avec empressement, voyant dans l'union la sécurité et la respectabilité qu'elle désirait. Le mariage, célébré en novembre 1925 à l'église luthérienne St. Matthew's, fut une cérémonie modeste, en présence de la famille de Sadie et de quelques collègues de Karl. La réception eut lieu dans le sous-sol de l'église, où furent servis des sandwichs et du café sur des tables recouvertes de nappes blanches que Sadie avait brodées elle-même. La mère de Karl, Bertha, y assista, mais passa la majeure partie de la soirée assise seule dans un coin, observant les autres invités avec une intensité soupçonneuse. Les jeunes mariés louèrent un petit appartement au-dessus d'une boulangerie dans l'est de Lansing. L'odeur de pain frais des pâtisseries formait un cadre chaleureux à leurs débuts conjugaux. Sadie se consacra entièrement à créer un foyer parfait, cousant des rideaux, disposant les meubles et apprenant à cuisiner les plats allemands qui rappelaient à Karl son enfance. Mariée jeune, elle apprit vite à composer avec le tempérament explosif de son mari, en observant attentivement ses humeurs et en anticipant ses préférences. Le comportement de Karl en privé différait nettement de son image publique. Au travail et dans la communauté, il entretenait une façade de respectabilité, mais à la maison, sa nature autoritaire s'exprimait pleinement. Il surveillait les activités de Sadie, l'interrogeait sur ses conversations avec les voisins et établissait des règles détaillées régissant tout, depuis la manière dont elle devait s'habiller jusqu'au programme de radio qu'elle avait le droit d'écouter. Il affirmait que ces restrictions étaient nécessaires pour la protéger des influences corrompites et pour préserver les normes appropriées de la vie familiale germano-américaine. La vie sociale du couple était limitée et soigneusement contrôlée. Karl autorisait Sadie d'assister aux offices religieux, mais insistait pour l'accompagner et se plaçait de façon à surveiller ses interactions avec les autres paroissiens. Il décourageait les amitiés avec leurs voisins, prétendant que la plupart des Américains manquaient de standards moraux adéquats et risquaient d'exposer Sadie à des idées dangereuses du rôle et du comportement des femmes. Lorsque Sadie découvrit qu'elle était enceinte à la fin de 1929, la réaction de Karl révéla la complexité de son état psychologique. Il désirait des enfants pour perpétuer son nom et prouver sa virilité à la communauté, mais il redoutait aussi le fardeau financier et l'attention que des enfants pourraient attirer sur son univers privé soigneusement protégé. Au fur et à mesure que la grossesse progressait et que les médecins commencèrent à suspecter une naissance multiple en raison de la prise de poids rapide de Sadie et de la taille de son abdomen, l'anxiété de Karl s'intensifia de façon dramatique. Les naissances multiples, croyait-il, étaient le signe d'une reproduction inférieure, plus adaptée au bétail qu'aux familles germano-américaines respectables. Il avait grandi en entendant les histoires de sa mère sur l'importance de la pureté génétique et les dangers de la dégénérescence. Et la perspective de plusieurs enfants réveilla en lui toutes ses peurs les plus profondes de contamination raciale et de jugement social. Le paysage culturel de l'Amérique des années 1930 offrait le décor parfait pour ce qui allait suivre. Le pays s'enfonçait toujours plus dans la Grande Dépression, poussant les familles au désespoir, prêtes à saisir toute source de revenus ou d'attention susceptible d'alléger les difficultés économiques. Les promesses de prospérité du président Hoover semblaient de plus en plus creuses, alors que le chômage augmentait et que les banques faisaient faillite à travers le Midwest. Hollywood avait créé un appétit insatiable pour les enfants acteurs. Shirley Temple devenant la coqueluche de la nation et prouvant que des enfants talentueux pouvaient rapporter des revenus considérables à leur famille. Les programmes de radio et les actualités filmées célébraient les familles nombreuses comme symbole de prospérité américaine et de bénédiction divine. Pendant ce temps, les mouvements eugénistes diffusaient discrètement des idées de supériorité génétique et de nécessité de protéger la pureté raciale contre la contamination des lignées inférieures. Le matin du 19 mai 1930, les contractions de Sadie Morlock commencèrent plus tôt que prévu. Des douleurs aiguës la prirent au dépourvu alors qu'elle étendait le linge dans la petite cour derrière leur appartement. Karl était parti à l'aube pour le travail, marmonnant à propos des heures supplémentaires et de la nécessité d'économiser de l'argent pour les dépenses à venir, quand les douleurs commençaient à se rapprocher avec une intensité alarmante.
Madame Anderson, la veuve âgée qui vivait dans l'appartement du dessous, entendit les cris de Sadie et appela immédiatement le docteur William Anderson, son neveu, qui tenait un petit cabinet au service des familles ouvrières de l'Est de Lansing. Quand un voisin fut envoyé chercher Carl à l'usine Oldsmobile, Sadie était déjà en proie à des douleurs de travail intenses, annonçant un accouchement imminent. Le trajet jusqu'à l'hôpital Edward W. Sparrow dura près d'1 heure, à travers des rues encombrées par la circulation matinale et par les chantiers des travaux publics, lancés en pleine dépression. Sadie fut transportée dans la Ford T du Dr Anderson, hâtivement transformée en ambulance, avec des couvertures et des oreillers disposés sur la banquette arrière. Tout au long du trajet, ses contractions s'intensifiaient, et le docteur commença à suspecter qu'il ne s'agirait pas d'un accouchement ordinaire. L'hôpital Edward W. Sparrow était le principal établissement médical de Lansing, un bâtiment en briques de 4 étages qui desservait toute la région du centre du Michigan. La maternité occupait tout le 3e étage, avec des chambres privées pour les patientes aisées et des salles communes pour les familles ouvrières. Sadie fut admise dans une chambre semi-privée qu'elle partageait avec une autre femme en travail, l'hébergement standard pour les foyers modestes. Le docteur Anderson avait déjà mis au monde des centaines de bébés au cours de sa trentaine de carrière, mais il n'avait jamais été confronté à ceux qu'il découvrit ce soir-là. Le travail était anormalement long et difficile, le col de Sadie se dilatait lentement malgré la force des contractions. Au fil des heures, tandis que le jour déclinait, les infirmières commencèrent à chuchoter au sujet de la taille inhabituelle de l'abdomen de la patiente et des battements fœtaux étranges qu'elle percevait. Lorsque le premier enfant naquit enfin, après près de 16 heures de travail, le docteur Anderson se prépara aux procédures habituelles. Couper le cordon ombilical, dégager les voies respiratoires, présenter le bébé à sa mère épuisée, mais il se retrouva face à une évidence. D'autres enfants allaient suivre. Les contractions continuaient avec la même intensité, et l'examen révéla que l'accouchement était loin d'être terminé. Le deuxième bébé arriva 20 minutes plus tard, suivi d'un troisième une demi-heure après, puis d'un quatrième, réticent à quitter la sécurité du ventre maternel. Chaque nourrisson ressemblait de façon frappante à ses sœurs, pesant un peu plus de 1,8 kg, avec des traits délicats et de fines mèches blondes captant la lumière crue de l'hôpital. Leurs cris étaient synchronisés, comme s'ils communiquaient déjà d'une manière inaccessible aux adultes. Le docteur Anderson avait bien entendu parler de naissances multiples, mais il n'avait jamais assisté à une naissance de quadruplets dans sa pratique. Il savait que ces naissances étaient extraordinairement rares, peut-être 1 sur 15 millions, et qu'elles aboutissaient souvent à la mortalité infantile ou à de graves troubles du développement. Pourtant, en examinant chaque enfant, il les trouvait en bonne santé et bien formés, avec des réflexes solides et une fonction pulmonaire claire qui laissait présager leur survie après cette entrée dramatique dans le monde. Quand Carl arriva enfin à l'hôpital, après avoir été retrouvé à la suite d'une recherche frénétique à l'usine puis dans plusieurs tavernes, où il avait l'habitude de boire après son poste, ses premiers mots résonnèrent dans les couloirs, et plus tard dans toute l'histoire tragique de la famille. Que vont-ils penser de ma femme ? Un chien ? S'écria-t-il, le visage rouge d'alcool et de colère. Voilà ce qui arrive aux animaux, pas aux familles chrétiennes respectables. Les infirmières qui entendirent son éclat échangèrent des regards de dégoût et d'inquiétude. Mais le docteur Anderson fit rapidement entrer le nouveau père dans une pièce privée pour discuter de la nature extraordinaire de ses naissances et des soins nécessaires dans les semaines à venir. « Monsieur Morlock, » expliqua le médecin avec patience, « votre épouse a donné naissance à 4 filles identiques. C'est extrêmement rare, peut-être 1 fois sur 15 millions. Ces enfants sont une merveille médicale et elles sont toutes en bonne santé et robustes. » Mais le visage de Carl s'était déjà assombri d'une fureur disproportionnée. Dans son esprit, les naissances multiples étaient associées aux animaux, aux pratiques d'élevage qu'il avait observées dans les fermes de son enfance, dans le Michigan rural. L'idée que ses voisins puissent murmurer que sa femme avait mis bas une portée le remplissait d'une rage qui allait fermenter pendant des décennies et empoisonner tous les aspects de l'avenir de sa famille. Les bébés, d'abord étiquetés simplement bébé A, bébé B, bébé C et bébé D, furent placés dans la pouponnière de l'hôpital. Tandis que Sadie se remettait de l'accouchement éprouvant, le personnel de la nurserie, débordé, découvrait la nouveauté de s'occuper de 4 nourrissons identiques. Et la nouvelle de cette naissance inhabituelle se répandit rapidement dans tout le petit établissement. À l'aube, des journalistes s'étaient déjà rassemblés devant l'hôpital, espérant obtenir des photographies et des interviews. Le premier article de presse parut dans l'édition de l'après-midi du Lansing State Journal, avec le titre « Naissance miraculeuse de quadruplés à Sparrow », accompagné de photos montrant les nourrissons alignés, chacun vêtu d'une robe blanche identique de l'hôpital.
L'article les décrivait comme des spécimens parfaits de l'enfance américaine et notait que leur naissance coïncidait avec une période de difficultés économiques où une bonne nouvelle était désespérément attendue. La réaction du public fut immédiate et écrasante. En quelques heures, l'hôpital fut envahi par des visiteurs, des journalistes et des curieux. Le standard téléphonique fut saturé d'appels provenant de journaux de tout l'État et même au-delà, tous à la recherche de détails sur cette naissance miraculeuse. Des cadeaux commencèrent à affluer d'inconnus de toute la région. Couvertures, vêtements de bébés, jouets, ainsi que des dons en argent venant de familles qui elles-mêmes avaient du mal à se nourrir, mais qui voulaient contribuer à ce qu'elles considéraient comme une bénédiction. Le maire de Lansing, Harold Thompson, se présenta cet après-midi-là pour une séance photo, apportant avec lui une proclamation officielle déclarant le 19 mai 1930 comme jour des quadruplés en l'honneur des nouvelles célébrités de la ville. Il annonça que la municipalité offrirait à la famille Morlock une maison sans loyer pendant 1 an et promit que la communauté les soutiendrait dans les premiers mois difficiles de l'éducation simultanée de 4 nourrissons. Les commerces locaux rivalisaient pour associer leur nom à l'histoire des quadruplés. La laiterie de Lansing offrit du lait gratuit pour la première année. Le grand magasin Jacobson fournit des tenues assorties. Le concessionnaire Ford promit une nouvelle voiture assez grande pour transporter toute la famille. Les stations de radio interviewaient le docteur Anderson et le personnel de l'hôpital, diffusant leur récit de cette remarquable naissance auprès des auditeurs de tout le Midwest. Carl observait cet élan d'attention, non pas avec gratitude, mais avec une inquiétude croissante. Sa famille privée était devenue propriété publique du jour au lendemain, et il pressentait déjà la perte de contrôle qui allait marquer le reste de sa vie. Quand un homme d'affaires local suggérait que les bébés pourraient être présentés dans les foires agricoles et les événements civiques, rapportant ainsi des revenus importants à la famille, la paranoïa de Carl face à l'exploitation commençait à mélanger à son besoin désespéré de sécurité financière. Le choix des prénoms des quadruplés devint un événement communautaire lorsque le Lansing State Journal organisa un concours, recevant plus de 12 000 propositions venues de tout le Midwest. Des familles se réunissaient autour de la table de cuisine pour suggérer des noms. Des enfants envoyaient leurs idées dans le cadre de devoirs scolaires, et des organisations civiques considéraient le concours comme un devoir patriotique. L'entrée gagnante vint de Margaret Sullivan, 10 ans, fille du médecin qui avait assisté à l'accouchement. Elle proposa Edna, Wilma, Sarah et Helen, des prénoms qui formaient l'acronyme EWESH, correspondant aux initiales de Edward W. Sparrow Hospital, où elles étaient nées. Les 5 premières années de la vie des quadruplés instaurèrent des schémas de contrôle et d'exploitation qui allaient définir toute leur existence. Sadie, submergée par les exigences pratiques de l'éducation de 4 nourrissons identiques, céda progressivement davantage de contrôle à Carl, qui voyait une opportunité là où elle ne voyait qu'épuisement. L'attention constante des étrangers, le flot ininterrompu de visiteurs et de photographes, et la pression pour maintenir leur image publique transformèrent leur modeste appartement en une scène où la vie privée devint impossible. Les bébés nécessitaient des soins 24 heures sur 24, ce qui épuisait complètement Sadie. Nourrir 4 enfants toutes les 2 heures signifiait qu'elle ne dormait presque jamais plus de 90 minutes affilées. Changer, baigner et surveiller 4 enfants, partageant toutes les maladies infantiles simultanément, la poussait au bord de l'effondrement physique et émotionnel. Carl, au lieu d'aider aux soins, s'autoproclama manager et publiciste de la famille, réservant des apparitions publiques et gérant le flot constant de demandes de photographies et d'interviews. Dès leur premier anniversaire, en 1931, les fillettes apparaissaient régulièrement lors d'événements locaux. Transportées dans une poussette à 4 sièges spécialement conçue et offerte par un fabricant de carrosses en quête de publicité, elles portaient des tenues assorties cousues par Sadie, qui travaillait tard dans la nuit pour créer des costumes de plus en plus élaborés pour leurs apparitions publiques. Carl insistait pour que les filles portent des rubans de couleurs différentes, rouge pour Edna, bleu pour Wilma, vert pour Sarah et jaune pour Helen, afin que le public puisse les distinguer et développer un attachement individuel à chacune. La famille déménagea dans une maison plus grande sur East Michigan Avenue lorsque les filles eurent 18 mois. Grâce à l'argent gagné par leurs apparitions et aux dons des bienfaiteurs, la maison, modeste mais respectable, comptait 3 chambres, un porche et un sous-sol où Carl commença à stocker la collection grandissante de cadeaux, de photographies et de souvenirs liés à la célébrité de ses filles.
Il transforma une chambre en ce qu'il appelait son bureau, où il tenait des registres détaillés de chaque apparition, de chaque photographie et de chaque dollar gagné grâce à la notoriété des quadruplés. Karl avait découvert que la célébrité de ses filles pouvait lui ouvrir des portes que son accent étranger et son statut d'ouvrier lui avaient jusque-là fermement interdits. Il se porta avec succès candidat au poste de constable local en utilisant des photos des quadruplés dans ses supports de campagne avec le slogan « Un homme qui peut en gérer 4 peut tout gérer ». L'ironie de ce message ne deviendrait apparente que des décennies plus tard, lorsque l'ampleur de sa gestion fut révélée aux enquêteurs horrifiés. Les prestations des filles évoluèrent, passant de simples apparitions lors de fêtes paroissiales et de pique-niques communautaires à des spectacles plus élaborés, comprenant des chants synchronisés, des danses et la récitation de poèmes que Karl écrivait spécialement pour elles. Il passait des heures à les entraîner, exigeant une coordination parfaite et des expressions identiques. Toute déviation par rapport à son scénario entraînait une punition sévère, administrée en privé, hors du regard des observateurs. Sadie cousait leurs costumes avec une attention obsessionnelle aux détails, créant des tenues de plus en plus complexes qui ravissaient le public et les photographes. Les filles apprirent à bouger à l'unisson, à parler en harmonie et à présenter un front uni de douceur et d'innocence qui masquait les tensions croissantes de leur vie privée. Karl surveillait leurs prestations depuis les coulisses ou la salle, prêt à intervenir si l'une d'elles montrait des signes d'indépendance ou de spontanéité. Derrière la façade publique, son comportement devenait de plus en plus erratique et contrôlant. Il fit installer des verrous aux portes de leur chambre, affirmant qu'il devait les protéger des influences extérieures et des tentatives d'enlèvement. Il surveillait leurs conversations entre elles, écoutant souvent derrière la porte ou les interrogeant séparément sur ce dont elles avaient parlé. Tout courrier adressé aux filles était ouvert et lu par Karl avant qu'elles ne puissent en prendre connaissance, et la plupart des lettres d'admirateurs étaient détruites plutôt que partagées. Les filles fréquentèrent l'école élémentaire Elmwood, mais leur expérience y était loin d'être normale. Karl insistait pour les conduire chaque matin et venir les chercher chaque après-midi, ne leur permettant jamais de marcher avec les autres enfants ou de participer aux activités périscolaires. Il se plaçait de manière à observer les fenêtres de leur classe pendant la récréation, prétendant qu'il les protégeait de dangers potentiels, mais en réalité, il surveillait leurs interactions avec les enseignants et camarades. Les enseignants d'Elmwood remarquèrent que les filles semblaient inhabituellement craintives à l'idée de faire des erreurs et jetaient souvent des regards nerveux vers les fenêtres, comme si elles s'attendaient à être observées. Elles participaient rarement aux discussions en classe, sauf lorsqu'on les interpellait directement, et montraient peu d'intérêt pour nouer des amitiés avec leurs camarades. Lorsque d'autres enfants les approchaient pendant la récréation, les quadruplés se regroupaient, parlant à voix basse et regardant anxieusement vers les fenêtres de l'école, là où elles savaient que leur père pouvait les surveiller. Mademoiselle Catherine Reynolds, leur enseignant de 3e année en 1934, tenta d'exprimer ses inquiétudes à Karl lors d'une réunion parents-professeurs. Elle souligna que les filles semblaient isolées de leur père et suggéra qu'elles pourraient bénéficier de plus d'occasions pour développer des intérêts individuels et des amitiés. La réponse de Karl fut immédiate et hostile. Elle accusa Mademoiselle Reynolds de chercher à corrompre ses filles avec des théories éducatives modernes sapant l'autorité parentale et les valeurs familiales traditionnelles. L'isolement de la famille s'accentua à mesure que la paranoïa de Karl s'étendait aux voisins, aux enseignants et même aux membres de la famille élargie. Il commença à exprimer son admiration pour les mouvements politiques européens, mettant en avant la pureté raciale et une forte autorité patriarcale. Collectionnait journaux et brochures en allemand qui diffusaient l'idéologie nazie. Ses propos sur les Juifs, les immigrants et les Afro-Américains devenaient de plus en plus virulents, bien qu'il prît soin de modérer son langage lorsqu'il s'adressait à des journalistes ou à des responsables publics qui pouvaient ternir son image. À l'adolescence des filles, les spectacles continuaient, mais leur contenu commença à prendre un tour inquiétant. Karl insistait pour qu'elles chantent des chansons sur l'importance de la pureté féminine et de l'obéissance à l'autorité paternelle. Il écrivait lui-même nombre des paroles, des compositions soulignant leur rôle de représentante de l'innocence américaine et les dangers guettant les jeunes filles qui s'écartaient du bon comportement. Il les observait depuis les coulisses, tandis qu'elles chantaient, ses yeux fixés sur leur visage avec une intensité qui mettait mal à l'aise les autres spectateurs. En 1948, lorsque les quadruplés atteignirent 18 ans, l'image soigneusement construite de la famille parfaite commença à se fissurer au point que même le contrôle de fer de Karl ne pouvait plus tout dissimuler. Les journalistes locaux, qui avaient suivi leur histoire depuis près de 20 ans, commencèrent à noter des incohérences dans la déclaration publique de la famille et les apparitions de plus en plus tendues des filles lors d'événements communautaires.
L'harmonie synchronisée qui autrefois charmait les foules semblait désormais forcée et artificielle, ponctuée de dissonances qui laissaient deviner des problèmes plus profonds. Sarah, qui avait toujours été la plus bavarde des quatre, manifestait des comportements préoccupants. Lors d'interviews, elle commençait parfois une phrase puis s'arrêtait net, fixant le vide avec une expression de profonde confusion. Ses réponses aux questions les plus simples devenaient de plus en plus décousues et incohérentes, remplies de références à des observateurs et des juges incompréhensibles pour ses interlocuteurs. Pendant les représentations, il lui arrivait de chanter des paroles différentes de celles de ses sœurs, créant une dissonance au sein de l'harmonie jusque-là parfaite qui avait été leur marque de fabrique pendant près de 20 décennies. Hélène, la plus jeune de quelques minutes, était devenue presque complètement silencieuse en public, ne parlant que lorsqu'on l'interpellait directement et alors seulement à voix basse au point que le public ne l'entendait à peine. Les enseignants d'Elmwood remarquèrent que les filles semblaient inhabituellement craintives à l'idée de faire des erreurs et jetaient souvent des regards nerveux vers les fenêtres, comme si elles s'attendaient à être observées. Elles participaient rarement aux discussions en classe, sauf lorsqu'on les interpellait directement, et montraient peu d'intérêt pour nouer des amitiés avec leurs camarades. Lorsque d'autres enfants les approchaient pendant la récréation, les quadruplés se regroupaient, parlant à voix basse et regardant anxieusement vers les fenêtres de l'école, là où elles savaient que leur père pouvait les surveiller. Edna commença à souffrir de ce qu'elle décrivait comme des épisodes où elle était convaincue que des étrangers la suivaient ou que des objets familiers de la maison avaient été modifiés ou remplacés par des substituts identiques. Sa paranoïa semblait faire écho aux obsessions de Karl, mais là où ses peurs à lui se concentraient sur les menaces extérieures à la réputation et à la pureté de la famille, celle d'Edna portait sur l'idée que la réalité elle-même était instable et peu fiable. Elle passait des heures à examiner des photos d'elle et de ses sœurs, persuadée que les images avaient été altérées ou que les visages qui la regardaient étaient ceux d'étrangers. Wilma développa une insomnie sévère, restant souvent éveillée plusieurs jours d'affilée, arpentant leur chambre en murmurant dans une langue qui semblait être une combinaison d'anglais et d'allemand, glanée dans les documents politiques de Karl. Quand elle dormait enfin, elle faisait des cauchemars vifs qu'elle décrivait avec une précision terrifiante à ses sœurs. Des rêves où elle était piégée dans des miroirs, où elle produisait devant des foules de silhouettes sans visage qui applaudissaient en silence, les mains ensanglantées. Le médecin de famille, le docteur Morrison, était de plus en plus préoccupé par l'état mental des filles et avait discrètement commencé à rechercher leurs symptômes dans ses revues médicales. Ce qu'il trouva suggérait que les 4 sœurs pouvaient être en train de développer des signes de ce que les psychiatres commençaient à appeler la schizophrénie, une affection qui apparaissait souvent au début de l'âge adulte et pouvait être déclenchée par un stress prolongé ou un traumatisme. La symétrie de leurs symptômes était particulièrement inquiétante, suggérant soit une prédisposition génétique commune, soit un déclencheur environnemental partagé qui avait affecté les 4 de manière identique. Lorsque le docteur Morrison aborda le sujet avec Karl, en suggérant que les filles pourraient bénéficier d'une évaluation psychiatrique et peut-être d'un traitement médicamenteux ou d'une thérapie, la réaction de Karl fut explosive et révélatrice. Il accusait le médecin de faire partie d'un complot visant à détruire sa famille, affirmant que les psychiatres juifs et les sympathisants communistes utilisaient les traitements de santé mentale pour saper les valeurs traditionnelles américaines et détruire l'unité familiale. Il se mit immédiatement à chercher un nouveau médecin, qu'il espérait plus compréhensif envers ce qu'il appelait une discipline familiale normale et moins influencée par des théories modernes dégénérées. La perception de la communauté à l'égard de la famille Morlock commença à changer, à mesure que des histoires sur le comportement de plus en plus bizarre de Karl parvenaient aux forces de l'ordre local et aux services sociaux. Son travail de constable était devenu erratique et préoccupant, avec des rapports affirmant qu'il passait des journées entières garé devant le lycée pour surveiller ce qu'il appelait les influences dégénérées parmi les élèves. Il avait commencé à procéder à des arrestations sur la base de ses jugements moraux personnels plutôt qu'en raison de véritables violations de la loi, s'en prenant aux jeunes couples pour leur marque d'affection publique et aux immigrants pour ce qu'il considérait comme un comportement suspect. En 1949, une assistante sociale nommée Hélène Rodriguez commença à enquêter sur des signalements selon lesquels les filles Morlock étaient isolées de leur père et soumises à des restrictions inhabituelles qui pouvaient constituer une négligence éducative ou un abus psychologique. Ces visites au domicile de la famille furent brèves et soigneusement orchestrées par Karl,
qui présentait ses filles comme des citoyennes modèles, simplement dévouées à leur carrière artistique et à leurs obligations familiales. Mais Rodriguez remarqua des détails qui éveillèrent leur instinct professionnel. La façon dont les filles se déplaçaient en parfaite synchronisation, même lorsqu'elles pensaient ne pas être observées, leur posture et leurs expressions faciales identiques, et plus troublant encore, la manière dont elles terminaient parfois les phrases les unes des autres, même lorsqu'elles s'adressaient à des étrangers. C'était comme si leurs personnalités individuelles étaient absorbées dans une seule identité soigneusement contrôlée, existant davantage pour le bénéfice de leur père que pour leur propre développement. Rodriguez observa également le comportement de Karl lors de ses visites, notant ses interruptions constantes lorsqu'elle tentait de parler individuellement avec les filles et son insistance à répondre aux questions qui leur étaient destinées. Quand elle suggéra que les filles pourraient bénéficier d'un suivi psychologique individuel ou de la participation à des activités sociales normales d'adolescentes, Karl devint agité et défensif, affirmant que des influences extérieures cherchaient à corrompre sa famille et à détruire leur lien spécial. Le point de rupture survint à la fin de 1950 lorsqu'Edna fit ce que les témoins décrivirent comme une véritable crise psychologique lors d'un spectacle pour la fête de Thanksgiving organisé au Lansing Civic Center. Les quadruplettes interprétaient leur chanson emblématique « America the Beautiful », quand Edna s'interrompit brusquement et se mit à hurler que les spectateurs nous regardaient mourir et que les monstres de père se cachaient derrière leur visage. Le public, initialement convaincu qu'il s'agissait d'une interprétation théâtrale de la chanson, comprit peu à peu que quelque chose n'allait pas. Les cris d'Edna devinrent de plus en plus incohérents, remplis de références à des juges invisibles, des maisons en flammes et des enfants piégés dans des miroirs. Les 3 autres sœurs continuèrent à chanter comme si de rien n'était, leur voix maintenant une parfaite harmonie, tandis qu'Edna était conduite hors de scène par des volontaires horrifiés. La réaction de Karl à l'effondrement public de sa fille fut immédiate et brutale. Plutôt que de chercher une aide médicale pour Edna, il l'enferma au sous-sol de leur maison pendant 3 jours, affirmant qu'elle souffrait d'hystérie féminine qui pouvait, selon lui, être guérie par l'isolement et la prière. Lorsqu'elle fut enfin autorisée à réintégrer la famille, Edna semblait différente, plus calme, plus docile, mais aussi plus détachée de la réalité qu'auparavant. Les conséquences de l'effondrement public d'Edna obligèrent Karl à affronter la réalité. Sa façade soigneusement construite s'effondrait. Mais au lieu de chercher de l'aide pour sa fille, il décida d'imposer encore plus de contrôle, convaincu que des influences extérieures étaient responsables de ce qu'il considérait comme une faiblesse temporaire d'Edna. L'incident avait été vu par des centaines de personnes, y compris plusieurs responsables locaux et journalistes, ce qui rendait impossible de le minimiser ou de l'expliquer comme un simple problème familial. La réaction de Karl révéla toute l'ampleur de ses délires paranoïaques et son incapacité totale à reconnaître son propre rôle dans la détérioration psychologique de sa fille. Il devint convaincu que les ennemis de sa famille, des psychiatres juifs, des sympathisants communistes et des dégénérés raciaux, menaient une guerre psychologique pour détruire ce qu'il considérait comme un symbole de la supériorité raciale et morale américaine. Dans sa vision déformée, les quadruplés représentaient tout ce qui était pur et bon dans l'Amérique blanche et chrétienne, et leur corruption annoncerait le triomphe de la dégénérescence sur les valeurs traditionnelles. La maison familiale devint une véritable forteresse, Karl mettant en place des mesures de sécurité qui isolaient encore davantage ses filles de tout contact social normal. Il fit installer des serrures supplémentaires sur toutes les portes et fenêtres, acheta de lourds rideaux pour empêcher les voisins de voir à l'intérieur et commença à tenir des registres détaillés de toute personne qui approchait de la maison ou montrait un intérêt pour sa famille. Il acheta un fusil, affirmant qu'il servait à la chasse, mais les voisins remarquèrent qu'il le nettoyait de manière obsessionnelle, assis sur son porche et surveillant la rue avec une intensité soupçonneuse. La surveillance de ses filles par Karl s'étendait à tous les aspects de leur vie quotidienne. Il installa un système de miroirs qui lui permettait de contrôler leurs activités depuis son atelier au sous-sol. Et il exigeait qu'elles rendent compte de chaque minute passée en son absence. Leur correspondance n'était pas seulement lue, mais aussi copiée et classée dans des dossiers détaillés retraçant toutes leurs interactions avec le monde extérieur. À l'intérieur de la maison, la routine quotidienne des filles devint de plus en plus rigide et étrange. Karl instaura ce qu'il appelait des inspections de pureté, obligeant ses filles à se soumettre à des examens physiques qu'il prétendait nécessaires pour vérifier qu'elles n'avaient pas été contaminées par des influences extérieures.
Ces inspections, menées au sous-sol où il avait aménagé ce qu'il décrivait comme une installation médicale, devinrent de plus en plus fréquentes et invasives à mesure que sa paranoïa s'aggravait et que son obsession pour leur développement physique s'intensifiait. Le sous-sol avait été transformé en domaine privé de Karl, où il pouvait mener ses examens et tenir ses dossiers de surveillance sans interférence. Il y avait installé une table d'examen médical achetée à une société de fournitures hospitalières, ainsi que des instruments et produits qu'il prétendait nécessaires à l'hygiène et au suivi sanitaire. Les murs étaient couverts de tableaux retraçant le développement physique de ses filles, leur cycle menstruel et ce qu'il appelait des anomalies comportementales. Saïdi, qui avait depuis longtemps appris à éviter toute confrontation directe avec son mari, commençait à montrer des signes de dépression sévère en assistant à l'aggravation des abus infligés à ses filles. Les voisins rapportaient l'avoir vu rester des heures à la fenêtre, fixant la rue avec une expression de désespoir profond. Son apparence physique se détériorait visiblement, avec une perte de poids marquée et un vieillissement prématuré suggérant un stress chronique et peut-être une malnutrition. Lorsqu'on l'approchait, Saïdi insistait pour dire que tout était parfaitement normal dans la maison Morlock et que sa famille était simplement plus attachée aux vraies valeurs que les autres. Ses réponses semblaient répétées et artificielles, comme si elle avait été entraînée à dire exactement ce qu'il fallait pour détourner toute inquiétude extérieure. Elle jetait souvent des regards nerveux autour d'elle pendant ses conversations, comme si elle craignait d'être entendue ou surveillée. Le comportement des quadruplés devint de plus en plus synchronisé et inquiétant à mesure qu'elle s'adaptait aux exigences croissantes de contrôle et de perfection imposées par leur père. Elles développèrent ce que les psychologues appelleraient plus tard un système délirant partagé, dans lequel elles croyaient être constamment observées et jugées par des juges invisibles qui les puniraient à la moindre déviation de l'obéissance parfaite. Leurs conversations, même privées, semblaient suivre des scripts répétés et artificiels. Elle parlait à voix basse quand elle pensait être seule. Mais même ces chuchotements révélaient à quel point la vision paranoïaque de Karl avait contaminé leur compréhension de la réalité. Elles appelaient leurs voisins des observateurs, leurs enseignants des corrupteurs, et toute personne montrant de la quantité ou de l'intérêt un infiltré potentiel, envoyé pour tester leur loyauté aux valeurs familiales. Le docteur Petersen, le nouveau médecin de famille que Karl avait trouvé après avoir renvoyé le docteur Morrison, était moins expérimenté et plus facilement intimidé par la présence autoritaire de Karl. Jeune diplômé en médecine, il avait installé son cabinet à Lansing en partie parce que les médecins établis dans les grandes villes refusaient ces diplômes d'une institution jugée peu prestigieuse. Lorsque les filles commencèrent à présenter des symptômes de plus en plus graves et fréquents, hallucinations, des périodes de mutisme catatonique et des crises de larmes incontrôlables, Petersen les attribua à de l'hystérie féminine et prescrivit du repos au lit et une surveillance accrue. Les dossiers médicaux de Petersen, qui seraient ensuite cités lors de l'enquête, révélèrent son incapacité totale à reconnaître les signes d'abus psychologiques graves et de maladies mentales émergentes. Ces notes décrivaient les quadruplés comme nerveuses et trop sensibles, mais il ne fit aucun effort pour les examiner en privé, ni pour remettre en question les restrictions inhabituelles que leur père imposait à leur vie. La prise de conscience des problèmes de la famille grandissait dans la communauté, mais la position de Karl comme constable et l'image publique de longue date de la famille rendaient toute intervention difficile. Ceux qui exprimaient leurs inquiétudes étaient écartés comme des fauteurs du trouble ou des voisins jaloux qui enviaient la célébrité et le succès des Morlocks. Karl avait cultivé des relations avec des politiciens locaux et des chefs d'entreprise qui le considéraient comme un pilier de la communauté, ce qui lui permettait facilement de détourner les critiques et de discréditer quiconque mettait en doute ses méthodes. Au début de 1952, alors que les filles avaient 22 ans, un psychiatre itinérant nommé Dr Benjamin Strauss visita Lansing dans le cadre d'une tournée de conférences sur les progrès du traitement en santé mentale. Le Dr Strauss était un réfugié de l'Allemagne nazie qui avait vu de ses propres yeux les conséquences de l'idéologie raciale et des structures familiales autoritaires. Il avait entendu des rumeurs au sujet des célèbres quadruplés et de leurs difficultés récentes, et il fit ce qu'il croyait être une visite de courtoisie pour offrir ses services professionnels. La réaction de Karl à la visite du Dr Strauss révéla toute l'ampleur de sa paranoïa et ses sympathies nazies de plus en plus explicites. La confrontation commença calmement, Karl présentant d'abord son habituelle façade de respectabilité, mais la situation dégénéra rapidement lorsque le Dr Strauss posa des questions sur les récents troubles de comportement des filles et suggéra qu'une évaluation professionnelle pourrait être bénéfique. Karl accusa le psychiatre juif de faire partie d'un complot international visant à saper les familles américaines et à détruire la pureté raciale par la manipulation psychologique.
La confrontation, qui eut lieu sur le perron et fut donc observée par des voisins, inclut la déclaration de Karl selon laquelle Hitler aurait dû finir le travail et sa prédiction que l'Amérique aurait bientôt besoin de sa propre solution finale pour se débarrasser des dégénérés raciaux et moraux. Le docteur Strauss, bouleversé par cette rencontre et conscient de l'idéologie dangereuse qui guidait le comportement de Karl, contacta immédiatement les autorités de santé mentale de l'État ainsi que les forces de l'ordre locales. Son rapport détaillé décrivait une famille en crise sévère, avec des preuves claires d'abus psychologiques et de possibles atteintes physiques. Il recommanda une intervention immédiate et une évaluation psychiatrique pour tous les membres de la famille, avertissant qu'un retard pourrait entraîner des dommages psychologiques permanents, voire des violences physiques. Le matin du 15 avril 1952 divisa à jamais l'histoire de la famille Morlock en un « avant » et un « après ». Des enquêteurs en santé mentale de l'État, accompagnés par des adjoints du shérif du comté, arrivèrent à la petite maison délabrée de East Michigan Avenue avec l'autorité légale pour procéder à des contrôles de bien-être de tous les membres de la famille. L'équipe d'enquête était dirigée par le docteur Margaret Collins, une assistante sociale psychiatrique possédant une grande expérience des cas de dysfonctionnement familial, et le détective Raymond Murphy, un policier vétéran spécialisé dans les crimes contre les enfants. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur choqua même des professionnels aguerris qui pensaient avoir déjà vu toutes les formes possibles de dysfonctionnement familial. La maison paraissait normale de l'extérieur, fraîchement peinte, bien entretenue, avec un jardin reflétant une certaine fierté de propriété. Mais l'intérieur révélait un niveau de contrôle et de surveillance qui transformait la maison familiale en quelque chose ressemblant à une prison ou un laboratoire. Les pièces de vivre étaient austères et stériles, les meubles disposés de façon à offrir à Karl, depuis son fauteuil, une vue dégagée sur tous les autres espaces. L'imagerie religieuse dominait les murs, mais un examen plus attentif montrait que nombre d'images avaient été modifiées par des ajouts manuscrits de Karl, transformant des versets bibliques en justification de l'autorité paternelle et de la pureté raciale. Les photographies de famille montraient les filles à différents âges, mais leur disposition suivait un schéma troublant. Les images documentant leur développement physique étaient regroupées avec des annotations détaillées de l'écriture de Karl. Le sous-sol, que Karl gardait verrouillé et interdit aux visiteurs depuis des années, révéla la véritable ampleur de ses obsessions paranoïaques et des abus systématiques envers ses filles. Les enquêteurs descendirent les escaliers de bois pour découvrir une pièce transformée en ce qui ne pouvait être décrit comme un centre de surveillance et d'examen. Les murs étaient couverts de centaines de photographies des filles prises à leur insu, des images captées par des fenêtres, des portes et des miroirs, documentant leurs activités quotidiennes avec le souci obsessionnel d'une enquête criminelle. Les photographies étaient organisées chronologiquement et par sujet, avec des sections séparées consacrées au développement physique de chacune des filles, à leur interaction sociale et à ce que Karl avait étiqueté de « anomalie comportementale ». Certaines images montraient les filles dans divers états de déshabillage, apparemment prises lors de ce que Karl avait décrit aux enquêteurs comme des examens médicaux. La nature systématique de cette documentation suggérait des années de surveillance secrète qui allaient bien au-delà d'une simple inquiétude parentale normale. Plus troublants encore étaient les journaux détaillés que Karl avait tenus, remplissant des dizaines de cahiers d'observation sur les conversations de ses filles, leur développement physique, leur cycle menstruel, et ce qu'il décrivait comme des preuves de leur corruption morale par des influences extérieures. Les registres révélaient un niveau de contrôle invasif qui dépassait les pires attentes des enquêteurs, incluant des notes détaillées sur les habitudes des filles aux toilettes, leur rythme de sommeil, et même des transcriptions de conversations qu'elles croyaient privées. Le docteur Collins nota que les journaux contenaient de nombreuses références à la théorie raciale nazie et à la littérature eugéniste, Karl tentant d'analyser le comportement de ses filles à travers le prisme de la pureté génétique et de la supériorité raciale. Il avait noté ses observations sur quelles filles montraient des signes de tendance dégénérée et avait élaboré des théories complexes sur la manière dont les influences extérieures tentaient de corrompre leur héritage génétique. L'installation médicale que Karl avait aménagée dans le sous-sol comprenait une table d'examen achetée auprès d'une société de matériel hospitalier ainsi que des instruments qu'il prétendait nécessaires pour surveiller la santé et la pureté de ses filles.
Les enquêteurs trouvèrent des preuves que ces examens étaient devenus de plus en plus invasifs et fréquents au fil des ans, avec des tableaux détaillés enregistrant ce que Karl appelait des mesures de pureté et des indicateurs de contamination. Le détective Murphy découvrit une armoire verrouillée contenant une documentation supplémentaire sur les obsessions de Karl, y compris une correspondance avec des organisations suprémacistes blanches, des matériaux de propagande nazis et des plans détaillés de ce qu'il appelait des mesures de protection nécessaires si sa famille venait à être attaquée par des ennemis raciaux. L'armoire contenait également des photographies et des objets personnels appartenant à ses filles, apparemment pris à leur insu et sans leur consentement. À l'étage, la chambre des filles révélait des preuves supplémentaires du contrôle total que leur père exerçait sur leur vie. Les murs étaient recouverts de règles manuscrites régissant chaque aspect de leur comportement, depuis des instructions détaillées sur l'hygiène personnelle jusqu'à des protocoles élaborés pour leurs interactions avec des étrangers. Les règles, écrites de la caractéristique main de Karl, abordaient des sujets allant de la posture correcte à adopter lors des représentations jusqu'au sujet de conversations acceptables avec des personnes extérieures. Leurs vêtements étaient rangés dans des armoires verrouillées avec les tenues sélectionnées et préparées chaque matin par Karl selon des plannings détaillés qu'il tenait. Les enquêteurs découvrirent des preuves qu'il inspectait systématiquement les vêtements de ses filles à la recherche de signes d'usure ou de taches qui pourraient indiquer des activités non autorisées ou des fautes morales. Même leurs sous-vêtements étaient soumis à son contrôle et à son approbation. Peut-être le plus troublant furent les journaux intimes que les enquêteurs trouvèrent cachés sous les matelas des filles, rédigés dans un code qui nécessita des semaines de travail d'experts en cryptographie pour être déchiffrés. Ces journaux révélaient toute l'ampleur de leur détérioration psychologique et de leurs délires partagés, selon lesquels elles étaient constamment observées et jugées par des autorités invisibles. Le code semblait avoir été élaboré par les filles comme un moyen de communiquer à l'insu de leur père, mais le contenu suggérait que même leurs pensées les plus intimes avaient été contaminées par sa vision paranoïaque du monde. Les entrées du journal de Sarah décrivaient des fantasmes élaborés d'évasion et de vengeance, mais aussi des périodes de dissociation complète durant lesquelles elle avait l'impression de regarder sa propre vie de l'extérieur de son corps. Elle écrivait sur les observateurs qui surveillaient tout ce qu'elle faisait et sur les juges qui les puniraient pour toute infraction aux règles de leur père. Ces écrits révélaient une compréhension lucide de la dysfonction familiale, mais aussi une incapacité croissante à distinguer la surveillance réelle de son père des observateurs imaginaires. Les écrits de Hélène révélaient un monde intérieur riche, peuplé de compagnons imaginaires qui lui offraient de la protection contre ce qu'elle appelait les observateurs, mais aussi des épisodes de rage violente qu'elle avait du mal à contrôler. Son journal contenait des descriptions détaillées de fantasmes impliquant la destruction de leur maison et la mort de leur père, alternant avec des expressions de culpabilité et de haine de soi pour avoir de telles pensées. Le journal d'Edna documentait sa conviction croissante que la réalité elle-même était instable, avec des observations détaillées sur la façon dont des objets familiers semblaient changer lorsqu'elle ne les regardait pas, et sur la manière dont les visages des gens se transformaient parfois en ceux d'étrangers. Elle avait développé des théories élaborées sur des dimensions parallèles et des réalités dupliquées, suggérant une rupture complète avec la réalité consensuelle qui se développait probablement depuis des années. Les écrits de Wilma se concentraient de façon obsessionnelle sur les thèmes de la performance et de la perfection, révélant sa terreur de commettre des erreurs susceptibles d'entraîner des punitions de la part de ceux qu'elle appelait les juges. Ces écrits montraient des signes d'anxiété sévère et de perfectionnisme, mais aussi des périodes de retrait catatonique durant lesquelles elle semblait incapable de fonctionner normalement. Lorsque les enquêteurs tentèrent d'interroger Karl, ses réponses révélèrent toute l'étendue de son système délirant et son incapacité totale à reconnaître les dommages qu'il avait infligés à sa famille. Il affirmait que ses filles étaient la targue d'un complot international de psychiatres juifs, de sympathisants communistes et de dégénérés raciaux cherchant à corrompre la jeunesse américaine et à détruire la pureté raciale blanche. Karl prétendait que sa surveillance stricte était la seule chose protégeant ses filles de la destruction morale et que leurs problèmes découlaient d'un isolement insuffisant face aux influences nuisibles. Il présentait des théories détaillées sur la manière dont les traitements psychiatriques étaient utilisés comme une arme contre les familles américaines traditionnelles et sur la manière dont la célébrité de ses filles avait été d'elle des targues pour ceux qui voulaient miner la supériorité raciale. Ses sympathies nazies, qu'il avait gardées auparavant relativement discrètes, émergèrent pleinement lors de l'interrogatoire. Il fit l'éloge des politiques d'Hitler à l'égard des patients psychiatriques et proclama sa conviction que l'Amérique avait besoin de programmes similaires pour éliminer les défectueux génétiques et les indésirables sociaux.
Ces déclarations étaient si extrêmes et cohérentes que les enquêteurs comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à un simple cas de maltraitance infantile, mais à la mise en œuvre systématique d'une idéologie fasciste au sein d'une famille américaine. Les propos de Carl révélèrent toute leur incapacité à reconnaître ces filles comme des individus dotés de leurs propres besoins et de leurs propres droits. Il parlait d'elles comme des possessions ou d'expériences, décrivant sa surveillance et ses examens comme des recherches nécessaires sur la pureté génétique et la supériorité raciale. Il ne montra aucun remords pour les dommages psychologiques infligés et insista sur le fait que ces méthodes étaient scientifiquement valables et moralement justifiées. Sadie, lorsqu'elle fut interrogée séparément de son mari, révéla y année d'abus psychologiques et physiques qu'elle avait endurés en essayant de protéger ses filles des pires obsessions de Carl. Elle décrivit l'obsession croissante de Carl à contrôler chaque aspect de leur vie et ses réactions violentes à toute suggestion selon laquelle ces méthodes pouvaient être nuisibles ou inhabituelles. Son témoignage fournit des preuves cruciales de la nature systématique des abus et de leur escalade au cours de la décennie précédente. Le récit de Sadie révéla qu'elle avait tenté de demander de l'aide à plusieurs reprises, mais que la position de Carl dans la communauté et son talent pour présenter une façade respectable rendaient difficile la conviction des autorités que de graves abus avaient lieu. Elle avait été menacée de violence si elle révélait les secrets de la famille, et elle vivait dans la peur constante que toute tentative de protéger ses filles entraîne un traitement encore pire à leur égard. Les filles elles-mêmes, lorsqu'elles furent enfin interrogées loin de la présence de leur père, avaient du mal à communiquer avec leurs enquêteurs, révélant l'impact profond de leur maltraitance. Des années d'isolement et de manipulation psychologique les avaient rendues incapables de distinguer la réalité du système délirant élaboré que leur père avait imposé. Leurs réponses étaient souvent contradictoires et confuses, suggérant un traumatisme psychologique sévère nécessitant un traitement prolongé. Le docteur Collins nota que les filles présentaient des symptômes de ce qui serait plus tard reconnu comme un trouble de stress post-traumatique complexe, incluant dissociation, hypervigilance et incapacité à établir des relations sociales normales. Leur système délirant partagé était devenu si enraciné qu'elles avaient du mal à accepter que la surveillance et les examens de leur père étaient anormaux ou nuisibles. La décision de retirer les 4 filles de leur domicile familial et de les placer sous soins psychiatriques fut prise quelques heures seulement après le début de l'enquête. L'arrestation de Carl pour maltraitance d'enfants, agression sexuelle et mise en danger marqua la fin de la carrière publique des quadruplés Morlock et le début de leur transformation en la famille la plus étudiée de l'histoire psychiatrique américaine. Les répercussions de l'effondrement de la famille Morlock se firent sentir dans de multiples institutions et communautés, chacune tentant de comprendre comment un abus systématique avait pu durer si longtemps sans intervention efficace. L'affaire révéla des défaillances fondamentales dans les services sociaux, les forces de l'ordre et la surveillance communautaire, permettant à un individu dangereux de maintenir une façade de respectabilité tout en infligeant de graves dommages psychologiques à ses enfants. Le National Institute of Mental Health, NIMH, nouvellement créé dans le cadre de l'engagement croissant du gouvernement fédéral envers la recherche médicale, vit dans les quadruplés une occasion sans précédent d'étudier la relation entre génétique et maladie mentale. Le moment était parfait pour l'ambitieux programme de recherche de l'Institut visant à établir la psychiatrie comme une science médicale légitime dotée de fondations empiriques comparables aux autres branches de la médecine. Le docteur David Rosenthal, un jeune psychiatre ambitieux du NIMH, convainquit ses supérieurs que l'affaire Morlock représentait une expérience naturelle parfaite pour résoudre les débats de longue date sur les causes de la schizophrénie. 4 individus génétiquement identiques, tous diagnostiqués avec la même maladie mentale, élevés dans le même environnement, cela semblait être le moyen idéal de déterminer si les troubles psychiatriques étaient principalement héréditaires ou dus à l'éducation. La décision d'étudier les quadruplés fut prise rapidement, sans grande considération pour les implications éthiques d'utiliser de jeunes femmes traumatisées comme sujet de recherche. Les attitudes dominantes dans la recherche psychiatrique privilégiaient l'acquisition de connaissances scientifiques au bien-être des patientes et leur consentement était considéré comme moins important que les bénéfices potentiels pour la science médicale. Pour protéger la vie privée de la famille et éviter la couverture médiatique sensationnaliste qui avait marqué leur jeunesse, les chercheurs leur attribuèrent le pseudonyme Janan, dérivé de mots grecs signifiant naissance terrible ou gène effroyable.
L'ironie de ce nom, compte tenu de leur célébrité et de leur souffrance, échappa apparemment aux chercheurs qui passeraient les 3 décennies suivantes à les étudier comme s'il s'agissait de spécimens de laboratoire plutôt que d'êtres humains. Les filles furent transférées à l'établissement du NIMH à Bethesda, Maryland, durant l'été 1952, entamant une nouvelle phase de leur exploitation qui durerait des décennies. Pour la première fois de leur vie, elles furent séparées de leurs parents et les unes des autres, logées dans des chambres individuelles pour commencer le lent processus de développement d'identité indépendante, libre de la surveillance et du contrôle de leur père. L'établissement du NIMH était un vaste complexe de bâtiments modernes destiné à projeter une image de sophistication scientifique et d'autorité médicale. Les quadruplés furent placés dans une unité spéciale prévue pour les sujets de recherche à long terme, avec des logements confortables, mais une surveillance constante, rappelant de manière inconfortable les méthodes de leur père. Les premières évaluations psychiatriques confirmèrent ce que les enquêteurs suspectaient. Les 4 sœurs montraient des signes clairs de schizophrénie, mais leurs symptômes variaient considérablement en gravité et en type. Les évaluations prirent plusieurs mois, comprenant des batteries de tests psychologiques, des examens médicaux et des entretiens détaillés documentant tous les aspects de leur fonctionnement psychologique. Sarah démontra la socialisation la plus intacte et serait éventuellement capable de vivre indépendamment avec une supervision minimale. Son intelligence et sa résilience lui avaient permis de conserver une capacité de pensée critique malgré des années de maltraitance psychologique. Edna présentait des symptômes plus sévères, mais conservait suffisamment de liens avec la réalité pour participer au programme de traitement. La condition de Wilma était marquée par une anxiété sévère et un perfectionnisme rendant la socialisation normale difficile. Hélène avait l'état le plus grave, nécessitant une institutionnalisation pour la plupart de sa vie adulte. Les chercheurs du NIMH ne reconnaissaient pas ou choisissaient d'ignorer le rôle que les abus de leur père et son idéologie nazie avaient joué dans leur développement psychologique. Les études publiées se concentraient presque exclusivement sur les facteurs génétiques et la dynamique familiale, traitant les croyances extrémistes et les abus systématiques de Karl comme des notes secondaires plutôt que comme des causes centrales aux souffrances de ses filles. La méthodologie de recherche reflétait les biais et les limites de la psychiatrie des années 50, dominée par les théories psychanalytiques qui blâmaient les mères pour la maladie mentale de leurs enfants tout en ignorant ou minimisant les abus paternels. Les chercheurs consacraient beaucoup de temps à analyser la personnalité et le style parental de Sadie, accordant une attention minimale à l'histoire documentée de violence, de surveillance et d'extrémisme idéologique de Karl. Le docteur Rosenthal et ses collègues s'intéressaient particulièrement à la documentation des facteurs génétiques qui pouvaient prédisposer à la schizophrénie, interprétant le diagnostic partagé des quadruplés comme une preuve que la maladie mentale était principalement héréditaire plutôt que psychologique ou sociale. Les recherches menées sur les quadruplés Jannan influenceraient la psychiatrie américaine pendant des décennies, soutenant les théories sur la base génétique de la schizophrénie tout en négligeant les facteurs environnementaux évidents qui avaient façonné le développement des filles. L'étude de 600 pages, publiée en 1963, devint un jalon dans la littérature psychiatrique, citée dans les manuels et les articles de recherche du monde entier, comme preuve que la maladie mentale était principalement biologique plutôt que psychologique ou sociale. La publication des quadruplés Jannan, études de cas et analyse théorique sur l'hérédité et l'environnement dans la schizophrénie, attira l'attention internationale sur le travail du Dr Rosenthal et établit sa réputation comme chercheur de premier plan en génétique psychiatrique. Le livre fut éloigné pour sa rigueur méthodologique et sa documentation complète, mais les critiques notèrent son échec à traiter adéquatement le rôle du trauma et des abus dans le développement psychologique des filles. Le docteur Morklock fut incarcéré moins de 2 ans pour ses crimes contre ses filles, une peine reflétant la compréhension limitée des abus psychologiques dans le système juridique des années 50. Les charges étaient principalement relatives aux abus physiques et à la négligence. Les procureurs abordèrent difficilement la dimension psychologique des abus. Peinant à articuler l'ampleur des dommages psychologiques infligés par sa surveillance et son contrôle. À sa libération en 1954, Karl disparut de la vue du public. Certains rapports suggèrent qu'il continua à maintenir des contacts avec des groupes suprémacistes blancs et des sympathisants nazis, partageant son idéologie raciale. Mais il ne montra jamais de remords pour son traitement de ses filles, affirmant que ses méthodes étaient scientifiquement valides et moralement justifiées. Sadie vécut tranquillement dans un petit appartement à Lansing jusqu'à sa mort en 1967, ne parlant jamais publiquement des expériences de sa famille ou des années d'abus qu'elle avait subies.
Elle maintint un contact minimal avec ses filles pendant leur hospitalisation et sembla incapable de surmonter le traumatisme de son mariage et la culpabilité liée à son incapacité à protéger ses enfants. Les quadruplés suivirent des chemins divergents après leur sortie de la surveillance du NIMH à la fin des années 1950. Sarah, la plus résiliente des quatre, se maria finalement et eut des enfants, bien qu'elle luttât contre des épisodes de maladie mentale tout au long de sa vie. Elle devint défenseuse des droits des patients psychiatriques et critique de l'exploitation de sa famille par les médias et la communauté scientifique. Son mariage avec Robert Cotton, un travailleur social impliqué dans son traitement, lui apporta la stabilité et le soutien nécessaires pour construire une vie relativement normale. Elle eut 2 fils qui ne montrèrent aucun signe de maladie mentale, contredisant certaines théories génétiques basées sur le cas de sa famille. Son action militante se concentra sur la protection des personnes vulnérables contre l'exploitation par les chercheurs et les institutions. Edna et Wilma passèrent des décennies à entrer et sortir des institutions psychiatriques. Leur état se stabilisa quelque peu grâce aux nouveaux médicaments, mais elles ne se remirent jamais complètement de leur enfance traumatisante. Elles luttèrent contre une maladie mentale chronique, rendant la vie indépendante difficile, tout en maintenant des relations avec leur sœur Sarah et participant aux réunions familiales lorsque leur état le permettait. Hélène resta institutionnalisée pendant la majeure partie de sa vie adulte. Elle trouva un certain apaisement dans l'art-thérapie et l'écriture créative, lui permettant d'exprimer des expériences qu'elle ne pouvait communiquer verbalement. Ses œuvres offrirent un aperçu de son monde intérieur, complétant les observations cliniques de ses soignants et révélant une imagination riche ayant survécu malgré une altération psychologique sévère. Les études de suivi à long terme se poursuivirent jusqu'aux années 1990, les chercheurs suivant la santé des sœurs, le développement de leurs enfants et tout signe de transmission génétique de maladies mentales. Ces études, tout en fournissant des données précieuses sur le cours des troubles psychiatriques, représentaient également une continuation de l'exploitation ayant défini leur vie entière. Les résultats de la recherche soutenaient généralement la conclusion selon laquelle les facteurs génétiques jouaient un rôle significatif dans le développement de la schizophrénie, mais démontraient également l'impact profond des facteurs environnementaux, tels que le traumatisme, les abus et l'isolement social. Le cas des quadruplés Morlock-Janoun est devenu plus complexe et nuancé avec le temps, remettant en question les explications génétiques simples et soulignant l'importance de prendre en compte à la fois les influences biologiques et environnementales. Dans les années 1980 et 1990, à mesure que la compréhension du traumatisme et de ses effets psychologiques s'élargissait, certains chercheurs réexaminèrent le cas des quadruplés Janoun avec de nouvelles perspectives mettant l'accent sur le rôle des abus de leur père dans leur développement psychologique. Ces nouvelles analyses suggéraient que leur maladie mentale aurait pu être évitée, avec une intervention appropriée et une protection contre les abus. Aujourd'hui, seule Sarah survit, âgée de plus de 90 ans et vivant dans un établissement de soins proche de ses enfants adultes. Ces dernières années, elle a parlé plus ouvertement des expériences de sa famille, travaillant avec l'auteur Audrey Claire Farley pour que l'histoire complète des quadruplés Janoun inclue le racisme, les abus et l'exploitation systématique qui ont façonné leur vie. La collaboration de Sarah avec des chercheurs et des auteurs est motivée par son désir de prévenir l'exploitation similaire de personnes vulnérables et d'assurer que la souffrance de sa famille serve un projet constructif. Elle a particulièrement critiqué la manière dont l'idéologie nazie et l'extrémisme racial ont été minimisés ou ignorés dans les recherches initiales, affirmant que ces facteurs étaient centraux pour comprendre le comportement de son père et la destruction de sa famille. Le cas des quadruplés Morlock-Janoun rappelle de manière troublante comment l'objectivité scientifique peut être utilisée pour masquer des vérités inconfortables sur la violence familiale, l'extrémisme politique et la complicité institutionnelle. Leur histoire nous oblige à poser des questions difficiles sur le prix de la connaissance scientifique et sur la responsabilité de protéger les personnes vulnérables de ceux qui chercheraient à les exploiter au nom du progrès. Les rigages de leur cas dépassent la psychiatrie et soulèvent des questions plus larges sur l'éthique des recherches, la protection des sujets humains et la responsabilité des institutions à reconnaître et à traiter les abus. Les protocoles de recherche modernes exigeant consentement éclairé et supervision éthique ont été développés en partie en réponse à des cas comme celui des quadruplés Janoun, où des individus vulnérables étaient étudiés sans protection adéquate de leurs droits et de leur bien-être. Leur histoire souligne également les dangers de l'extrémisme idéologique au sein des familles et des communautés, montrant comment l'idéologie nazie et la haine raciale peuvent détruire des vies même dans des contextes américains apparemment respectables. La capacité de Karl Morlock à maintenir une façade publique tout en appliquant des principes fascistes dans sa vie privée démontre l'importance de reconnaître et de confronter l'extrémisme partout où il apparaît.